chers amis, nous sommes le vendredi 23 novembre et je vais commencer le chapitre 3 déjà de la philosophie de la liberté, la pensée comme instrument de conception du monde. Alors la première chose à dire par rapport à ça, c'est que la pensée est probablement la chose la plus méconnue qui existe au monde. On la voit souvent d'une façon assez péjorative et Rudolf Steiner va s'appliquer tout au long de ce chapitre et des suivants à une sorte de rédemption de la pensée. On a terminé le chapitre 2 sur une idée très forte, c'est que l'homme, lorsqu'il s'est séparé du monde, a dû emporter quelque chose avec lui. Alors j'avais pris comme exemple, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr, c'est un exemple tiré de mon imagination. Quand vous êtes dans une piscine, que vous nagez, au moment où vous sortez de l'eau, que vous êtes dans l'élément eau et que vous en sortez, vous emportez quelque chose avec vous. Vous êtes ruisselant d'eau sur la berge, sur le bord de la piscine, vous avez emporté des gouttes d'eau, vous avez emporté quelque chose de l'élément où vous vous trouviez auparavant. C'est ainsi que l'homme a amené quelque chose, emporté quelque chose avec lui en se séparant du monde. Et ce quelque chose, c'est, point d'interrogation, mais vous avez deviné déjà, c'est la pensée. Alors la pensée est une arme à double tranchant, parce qu'en même temps elle nous sépare du monde, elle crée le fait que voilà, là est le monde, là est la pomme, et moi je suis ici. Donc c'est un phénomène de séparation. Elle nous sépare du monde. Et en même temps, c'est elle qui va nous servir de lien pour recréer un pont entre nous et le monde. Le chapitre commence par l'exemple d'une boule de billard qui, ayant reçu un choc, se meut et transmet son mouvement à une seconde boule. Le phénomène que j'observe s'accomplit sans que j'y sois pour rien. La direction et la vitesse de la seconde boule dépendent uniquement de la direction et de la vitesse de la première. En tant que simple observateur, je ne puis rien présumer du mouvement de cette seconde boule avant l'instant où celle-ci s'ébranle. C'est alors que je commence à réfléchir sur l'objet de mon observation. L'objet de mon observation, c'est le billard avec les boules qui bougent. Et là, tout va changer. Ma réflexion se propose de construire des concepts du phénomène observé. J'observe l'élasticité des boules, la direction, la vitesse, le rebond sur les côtés du billard, bref, je réfléchis. Et ce qui se passe alors, c'est que j'essaye donc d'ajouter au phénomène qui s'accomplit en moi un second phénomène dont le théâtre est la sphère conceptuelle. Donc d'un côté, j'ai un phénomène qui se passe qui est indépendant de moi, je ne sais rien y changer, et puis je construis là-dessus un second phénomène qui lui se passe à l'intérieur de moi et qu'on appelle la sphère des concepts. On élabore des concepts au sujet de ce qu'on a observé. Je pourrais me contenter simplement d'observer. C'est difficile, mais c'est possible. Neutre, neutral, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Neutre, observation, rien ne se passe. Mais, étant donné que l'homme a en lui un besoin inné de connaissance, je vais presque, par la force des choses, commencer à réfléchir sur le phénomène qui se passe, qui se déroule devant mes yeux. Et je vais commencer à construire toute une série d'idées là autour.
Et toutes ces idées et ces concepts que j'élabore, je peux être certain qu'ils n'existent pas sans mon intervention. Je suis acteur. Laissons de côté pour l'instant la question de savoir si je pense vraiment moi-même, si je crée cette sphère conceptuelle moi-même, ou s'il ne s'agit que la conséquence d'idées, d'associations d'idées précédentes qui nous obligeraient à penser. Donc on penserait par nécessité. Peu importe. Ce qui est important de se rendre compte maintenant, c'est que les concepts des objets ne nous sont pas donnés en même temps que les objets. Ce sont deux choses différentes. C'est peut-être une illusion le fait qu'on les élabore nous-mêmes, mais c'est ainsi que la chose se présente à notre observation immédiate. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné lorsqu'on a trouvé l'ensemble des concepts qui entourent un phénomène? La simple observation nous permet de suivre les phases d'un événement une à une, mais ne jette aucune lumière sur leur rapport. On suppose qu'à un certain moment, les billes se mettent en mouvement et que quelqu'un nous cache ce mouvement. Je vais ignorer totalement ce qui arrive si je ne comprends pas le fonctionnement du mouvement de ces billes. Mais si je comprends ce phénomène, je peux anticiper ce qui va se passer au moment où on me cache le mouvement des billes. Un objet ou un fait, tant qu'ils sont purement et simplement observés, n'enseignent rien sur leur rapport avec d'autres objets ou d'autres faits. Mais dès que la pensée se joint à l'observation, les rapports apparaissent. Donc si j'observe tout simplement le phénomène qui est devant moi, je ne pourrai pas prédire ce qui va arriver si on me cache par exemple le mouvement des billes à un certain moment. Par contre, si j'ai élaboré à l'intérieur de moi toute une compréhension du mouvement sur le tapis du billard, on pourrait me cacher le mouvement des billes et je pourrais même anticiper le résultat final. Tout ceci pour dire que l'observation et la pensée sont les points de départ de toute l'activité spirituelle de l'homme, au moins dans les limites où celui-ci prend conscience d'elle. Donc, observation et pensée. Je vais vous mettre un petit schéma qui résume ce premier thème. Et oui, j'ai changé de fond. Votre pensée se met en mouvement et se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il a changé d'endroit? Bien, pour résumer le petit schéma que je vous ai présenté, c'est un schéma assez simple au départ, mais qui va nous servir de base pour tout le reste. D'un côté, vous avez ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain, la pensée qui engendre des concepts. Enfin, quand je dis les engendre, c'est une expression. Et de l'autre côté, l'observation qui engendre des phénomènes. En fait, on est occupé à se placer un petit peu à l'extérieur de nous et on s'observe. C'est une caractéristique de l'âme de conscience qui est née donc à peu près au XVIe siècle, où l'être humain a la capacité, à partir de ce moment, de s'éloigner de lui-même et de s'observer en tant que moi, pensant et actif. C'est un peu ce qu'on est occupé à faire. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, vous connaissez certainement ces tableaux où le peintre se peint lui-même occupé à peindre son modèle qui est dans un miroir. Il s'est extériorisé et il s'observe lui-même occupé à... En fait, nous prenons conscience de la conscience. Les philosophes ont pris leur point de départ dans certaines antithèses telles que l'idée et la réalité, le sujet et l'objet, l'apparence et la chose en soi,
le moi et le non-moi, l'idée et la volonté, le concept et la matière, la force et la matière, le conscient et l'inconscient. Mais nous allons montrer que l'opposition de l'observation et de la pensée est infiniment plus importante du point de vue de l'homme et qu'elle doit primer sur toutes les autres. Donc tout ce qui apparaît dans le champ de notre observation devient un percept, une perception. C'est pas tout à fait la même chose, percept et perception, mais pour l'instant, disons, on va se satisfaire de ça. Que ce soit une sensation, des perceptions, des vues, des sentiments, des actes de volonté, des rêves, des représentations, des concepts, des idées, des illusions, des hallucinations, et j'en passe et j'en passe. Dès que le contenu de l'observation se présente à notre conscience, elle devient un percept. Et ces percepts forment en fait la base du monde extérieur. Tandis que tout ce que nous élaborons comme pensée au sujet de ces percepts, tous les concepts qu'on associe, sont notre monde intérieur et qui dépend de nous. Il ne nous est pas donné, c'est nous qui le produisons. Tandis que le monde, entre guillemets, avec son infinité de percepts, c'est ce qu'on appelle le donné, ce qui est donné, ce qui se présente à nous. Il faut bien distinguer l'objet cheval, le cheval, de la pensée que j'ai sur le cheval, ou le poulet qui est dans la casserole, de la pensée que j'ai au sujet de ce même poulet. Il est à remarquer donc que nous ne pensons pas les objets eux-mêmes, mais que nous pensons des pensées sur les objets. L'objet lui-même nous demeure à ce stade-ci profondément mystérieux. Il faut ajouter que dans le temps, l'observation précède la pensée. En effet, c'est seulement par l'observation que nous pouvons apprendre à connaître la pensée. Je commence à me rendre compte que ma pensée est un objet d'observation qui est un peu particulier. Il se distingue de tous les autres. Il a une place tout à fait spéciale. L'observation d'une table, d'un arbre se produit en nous dès que ces objets surgissent dans notre champ de perception. Mais en ce qui concerne la pensée que j'ai de ces objets, je ne l'observe pas au même instant. En fait, il faut bien distinguer deux choses dans la pensée. C'est qu'il y a une pensée qui est consciente, qu'on élabore consciemment, et une pensée inconsciente. Quand je suis face à la table de billard et que je vois les boules de billard, et que je vois le tapis vert, etc., tapis vert, boules, billard, sont déjà des éléments qui font partie de ma sphère conceptuelle. Je ne les ai plus élaborés au moment où je m'approche de l'exemple du billard que je vous ai donné. C'est tout naturellement que je prends conscience d'eux. Par contre, le mouvement des billes, les lois de la physique qui président à ces mouvements, je dois les élaborer consciemment pour pouvoir juger de ce qui va se passer lorsqu'on tape sur une bille et puis que celle-ci rebondit. Ça, c'est une partie que j'élabore consciemment, volontairement. Et je connais bien ce problème parce que moi, j'ai joué pendant des années au billard. Donc après un certain temps, quand on a élaboré des façons de jouer, de tirer sur une bille, puis sur l'autre, rebondir par-ci, par-là, etc., après quelques années de pratique, tout cela rentre dans le domaine de l'inconscient.
Un peu comme lorsqu'on apprend un instrument de musique. Au début, on doit travailler très consciemment où on met ses doigts, à quoi correspond cette position d'accord, que ce soit une guitare ou un piano ou une harpe ou que sais-je. Je dois travailler vraiment le plus consciemment possible. Au fur et à mesure, ça devient, si vous voulez, une partie de ma sphère inconsciente. Il est évident que à l'heure actuelle, je peux jouer de la guitare ou jouer au billard en pensant à toute autre chose. Tellement j'ai joué, j'ai répété, c'est tombé dans une forme d'inconscience et je peux libérer mon esprit pour d'autres activités. Donc il y a une partie consciente, une partie inconsciente. Une pensée, lorsqu'on l'élabore, on ne voit pas le déroulement inconscient de ce mouvement. Un peu comme la plante qui sort de sa graine, qui part de l'invisible, on ne voit pas le déroulement, on voit le produit fini, qui est occupé à mourir devant nous. Une plante avec ses fleurs et ses graines est en fait un produit entre guillemets mort. C'est la fin d'un processus. Et moi, ce que je peux observer dans la pensée, c'est la pensée quand elle est achevée, quand elle est morte. Mais morte pas prise dans le sens négatif du terme. Et à ce moment-là, je peux la transmettre à d'autres, je peux travailler sur ces éléments, puisque j'en deviens conscient. Mais c'est tout de même quelque chose d'extraordinaire d'être en face d'un être qui ne fonctionne pas uniquement avec ses instincts, même les plus intelligents, comme un chat saute d'un arbre ou un tigre passe de branche en branche, plutôt un singe, je dirais, mais se trouver en face d'un être qui peut se séparer de lui-même et observer sa propre pensée, en décrire toutes les étapes, mais pas le mouvement préconscient de la pensée. On pourrait faire une objection et dire, tiens, qu'est-ce qu'il en est de la joie, par exemple? La joie provient, elle aussi, d'un objet, tout comme le concept. Cette objection repose sur une erreur, car la joie ne se comporte pas du tout vis-à-vis de son objet comme se comporte le concept forgé par la pensée. Je suis absolument certain que le concept d'une chose est produit en moi par ma propre activité. Mais si cette chose engendre en moi de la joie, c'est à la manière dont la chute d'une pierre, par exemple, engendre certains résultats sur le corps qui la reçoit. On ne peut donc pas comparer et rendre équivalent joie, sentiment et pensée. Car c'est un des caractères frappants de la pensée, c'est qu'elle est dirigée sur les autres objets, mais non point sur la personne pensante. En fait, pendant que je pense, je ne vois pas ma pensée, mais je vois les objets de ma pensée que je n'engendre pas. Il y a une chose qui est impossible de faire, en fait, c'est d'engendrer quelque chose, engendrer des pensées, et m'opposer à ces pensées, à cette chose, dans la lumière de la connaissance. Donc je ne peux pas penser, prendre du recul et me voir occupé à penser. Mais je peux prendre conscience que je pense. Et ça, c'est un état exceptionnel. Donc pour terminer cette petite présentation de la première partie du chapitre 3, je lis: il y a deux actes qui s'excluent mutuellement. Engendrer une chose et s'opposer à cette chose dans la lumière de la connaissance. Cette incompatibilité trouve déjà son expression dans la Genèse, où Dieu emploie 6 jours à créer le monde. Et c'est seulement lorsque le monde est fait que Dieu acquiert la possibilité de le contempler. Il en va de même pour notre pensée, il faut qu'elle soit là avant que nous puissions commencer à l'observer. En guise de conclusion provisoire, je vais tout de même dire ceci. Nous
Le moi, lorsqu'il entre en activité, il pense le monde, c'est-à-dire qu'il élabore en son sein, dans son monde intérieur, une série de concepts, d'idées, un monde de concepts et d'idées. Il le fait à partir de l'observation. Jusque-là, tout va bien. Seulement, il y a une chose qui est impossible à faire, c'est produire une chose à l'intérieur de soi et l'observer en même temps. Ce qui veut dire que dans un état normal, comme c'est le cas dans notre vie quotidienne, il nous est impossible d'observer directement le mouvement de la pensée, car ce mouvement de la pensée reste dans le domaine, entre guillemets, du non-conscient ou du préconscient. Ce qui devient conscient, par contre, ce sont les pensées quand elles sont achevées, quand elles ont pris leur forme conceptuelle achevée, morte, figée. À partir de ce moment-là, on peut observer comment ces concepts se rattachent les uns aux autres pour former une idée. On peut sans ambiguïté suivre le déroulement de notre pensée sans souvenir et reproduire ces pensées à l'intérieur de nous. Ça, c'est une chose importante que je voulais dire. Maintenant, l'âme de conscience, une de ses grandes caractéristiques, c'est l'être qui prend conscience de son moi, donc de son moi pensant. Peu importe l'interprétation, vous connaissez tous la petite phrase « je pense, donc je suis ». Retournez vers le texte, on se revoit bientôt. Merci beaucoup, chers amis. Je vais boire une tasse de café.